Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et Maxime. Et aujourd'hui, Max, Allô? on est avec Olivier du groupe Les Shérifs. Salut, ça va bien? Ça va bien, ouais. Ouais, good. Je te laisse diriger ça. Oui, on a un autre petit problème technique, mais c'est pas grave. On est avec Olivier du groupe Les Shérifs. Un groupe, je dirais, mythique. Un groupe qui a fait ses preuves à travers les années. Un groupe qui revient, qui finit une tournée en ce moment. Comment ça va, Olivier? Ça va, pas mal vieux. Pas mal vieux. Yes, Olivier, ça fait des années que les Shérifs, ils roulent depuis 84, si je me trompe pas. Mon année de naissance, tabarouette, ça me rajeunit pas. Comment que ça a commencé, toute cette grande aventure-là? Parce que vous avez fait une première batch jusqu'en 2004, je crois. Même jusqu'en 99, en fait. Okay. On a fait de 84 à 99 normal, quoi, enfin l'existence. Puis on s'est arrêté et on pensait jamais rejouer. Et en fait, en 2012, on a fait un concert unique, hein, normalement, de retrouvailles, tout ça, pour faire un concert d'adieu un peu et de retour. Et puis, finalement, on a décidé, vu l'engouement, on a décidé de repartir en 2014. Voilà, et puis depuis 2014, on fait quelques concerts par an. Pas beaucoup, on fait 20, 30 concerts par an à tout péter. OK, puis c'est... Qu'est-ce qui vous ramène au Québec en 2023 après toutes ces années-là? On aime jouer partout, hein, ça n'a pas changé. Donc, normalement, on aime venir au Québec au moins tous les 2 ans. On est venu, là, on n'a pas pu venir en 2020 à cause du Covid. Il y a quelque chose qui nous a arrêtés. Hein? Pendant 2 ans, et du coup, on vient là. Mais normalement, on essaie de venir tous les 2-3 ans, quoi, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui nous attend ici, donc on est content de venir. Hein. Et puis, nous, ça nous fait voyager. Voilà, la dernière fois, j'avais amené ma femme. En plus, elle n'avait jamais vu l'Amérique du Nord. Nous, on est en touriste aussi. C'est bien. C'est le fun. Ça permet de visiter des coins et tout ça. Vous avez... on va parler de ça un peu. Il y a un auditeur qui nous a envoyé... qui voulait savoir un peu comment c'était pour vous de jouer dans un show comme à Alma, qui était une toute petite salle. Vous avez dit durant le spectacle que vous jouez plus depuis longtemps dans des plus petites salles comme ça. C'était comment de revenir un peu à ces sources? Nous, on aime bien. Hein. Ça nous rappelle notre jeunesse. Donc, ça va. Hein. Il n'y a pas de différence, en fait. Non, on aime bien. Mais le truc, c'est que la scène est beaucoup plus petite. Hein, mais t'as pas... Enfin, j'ai pas à courir partout, mais on aime bien parce que la proximité avec le public... Voilà. Non, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Puis le public, il y avait une bonne réponse du public, j'imagine aussi. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Il faut plus le calmer. Le problème, c'est qu'on prend les micros dans la gueule, face, le retour, tout ça. Mais bon, ça, on aime bien. Puis ça a été comment, tu sais? Bon, il y a eu la pause qui a duré quand même un bon 13 ans à peu près. Puis là, après ça, quand vous avez recommencé, est-ce que vous êtes retombé tout de suite dans l'écriture? Est-ce que vous êtes tombé tout de suite dans l'écriture quand vous avez décidé, on repart les Shérifs? C'était comment repartir justement ce processus d'écriture-là après une longue pause comme ça? Non, au début, quand on a recommencé, il n'était pas question d'écrire ni rien. C'était juste des concerts pour le public qui le demandait, en fait. Il y avait une demande. Il y avait la demande et nous, on avait envie de jouer. Donc, on faisait des concerts comme ça, mais il n'était pas question de repartir en tournée, de refaire des albums, hors de question, en fait. On ne voulait pas retomber dans le système, avoir la pression et tout. Et en fait, c'est à cause du Covid, c'est le Covid. On s'emmerdait pendant 2 ans, on s'est fait chier. Et du coup, on s'envoyait des morceaux comme ça. L'écriture a commencé naturellement. Là, ça a été tout naturel. Manu, il te fait 10 morceaux par jour, tu sais. C'est une machine à tube. Donc, il envoie des morceaux, tout ça. Et puis, j'ai dit, ah oui, ça c'est pas mal. Ouais, hop. Et puis, c'est reparti. On s'est reparti comme il y a 30 ans.
Et puis c'est parti naturellement, on a fait ça très naturellement. Et, sans la pression que vous étiez peut-être mis autrefois. Oui, parce qu'autrefois, le problème, c'était que quand tu es dans le système que tu envies, mais tu envies pas assez pour t'arrêter. Il faut tout le temps que tu vois. Donc tu fais 6 mois de tournée, après tu t'arrêtes, tu répètes les morceaux. Après, tu enregistres l'album, le temps que l'album y sorte, et tu enchaînes avec la tournée. Et tout ça dans l'année. Donc ça faisait une pression, on était tout le temps sur la brèche, tout le temps pendant 15 ans. Et ça nous a laminé. C'est ça qui a tué un peu le groupe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la pression constante, album, tournée. Et au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. C'est quoi qui a un peu, justement, en 84, qui a allumé la flamme de vouloir partir ce groupe-là? Si vous avez des textes très engagés aussi, vous êtes très engagés. En 84? Ouais. Au début, on était comme tout le monde. On était au collège. On était au collège, on était une bande de gamins. On faisait du sport ensemble d'abord. Et après, on a commencé à écouter du rock'n'roll. Et on s'est dit, on va jouer. Chez nous, il y avait OTH qui jouait déjà, qui avait un bon niveau. Et nous, on était des admirateurs d'OTH. Et on s'est dit, on va faire comme eux, puis c'est tout. On va vivre, voilà. Mais l'avantage du punk, c'était que tu n'avais pas besoin de savoir jouer. Nous, on a dit, bon, toi, tu fais guitariste, toi, tu fais bassiste, toi, tu fais batteur. Et 3 mois après, on était sur scène, quoi. Ouais, on jouait des morceaux des Ramones, voilà, quoi. Okay, c'est-tu avec ces groupes-là que tu as découvert un peu ce mouvement-là aussi avec les Ramones, les Sex Pistols, puis tout ça? C'est un peu comme ça que tu as découvert le mouvement? Ouais, parce que nous, on est un peu plus tardif. Voilà, je te parle là des années 79-80. Nous, à l'époque, c'était plutôt Steve Littlefinger, les Undertones, les Outcasts, tout ça, les Clash. Et voilà, quoi. Et puis... on avait envie de faire pareil. En France, ça n'existait pas, surtout. Parce qu'à Montpellier, on était les premiers punks, hein, on était les seuls, quoi. Au début, en 81, quand on a commencé, il n'y avait que nous, quoi. OTH, ils étaient plus hard rock, tout ça. Donc, en France, ça n'existait pas, cette culture. Est-ce que c'est une culture qui est devenue très revendicateur en France? Tu sais, le punk français, la France est très engagée. C'est quelque chose qui est devenu naturel aussi, un peu? Nous, on n'a jamais été vraiment très engagés. Nous, enfin, pas engagés, engagés, mais dans notre truc. C'est-à-dire que nous, notre engagement, c'était créer un système autonome de concerts, de salles, un circuit parallèle, voilà. Mais nous, on n'a jamais voulu de révolution ou quoi que ce soit. Nous, on voulait faire notre truc dans notre coin. Puis, comment c'était, en reculant en 84, là, vous prenez vos instruments la première fois, 3 mois après, vous montez sur stage, vous êtes pas mal dans les seuls punks. Non, on était nuls, non. C'est ça, oui, mais est-ce que c'était dur de vous faire booker des shows? Quand vous avez commencé, vous étiez, vous étiez les seuls. Oui, ben, c'était une catastrophe. On jouait dans des ferrades. Chez nous, c'est là où tu marques les taureaux, tout ça. On jouait là où on pouvait, mais c'était n'importe quoi. On jouait dans des petits bars à Montpellier. Voilà, quoi. En fait, on a vraiment décollé en 87. Quand on a fait le premier album, il n'y a que là où on a vraiment commencé à décoller et à tourner dans toute la France, quoi. Puis la scène punk devrait être un peu plus grande aussi. Le truc, c'est qu'OTH aussi, ils tournaient que dans le coin. Et en fait, après, on a commencé à connaître des groupes d'extérieur, des groupes de Saint-Étienne, de Toulouse, après de Paris. Après, on a connu les Vampas, les Berus, tout ça, tous les groupes de tous les coins. Et on a commencé à monter un réseau. Voilà. Chacun organisait des concerts pour les autres, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Vous invitiez un groupe, après vous invitez, puis c'était du partage comme ça. Ouais. C'est ça. Puis, à travers justement ces années-là, qu'est-ce que tu trouves qui a changé beaucoup à travers tout ce moment-là par rapport aux organisations des shows? Ça, maintenant, en France, mais c'est carrément, ça n'a rien à voir. Les années 80, c'était la préhistoire. Il n'y avait rien. Pas de sono. Pas d'éclairage, pas de fanzine, pas de trucs. Tout ça s'est monté à mesure dans les années 80. Les années 80, c'était minable, c'était nul à chier. Il n'y avait rien.
Maintenant, on a des méga salles partout qui sont vachement bien équipées avec des sonos. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est facile. Mais, Ouais. J'imagine au début, tout était à faire. Il fallait vraiment être imaginatif et savoir se débrouiller. Ah oui, parce qu'il fallait trouver des sonos, des salles. On a fait des concerts dans des endroits pourris, avec des sonos pourris. Je pense que c'est Laurent qui nous contait, quand il est venu ici des Ramoneurs, Laurent, justement, qui nous contait que, il faisait des shows, le monde s'assisait dans les fenêtres parce qu'il n'y avait plus de place pour rentrer. Il y a eu un mouvement très fort là, dans ces années-là. Là. Oui, le mouvement est arrivé, heureusement. Parce qu'au début, on n'était pas nombreux, mais plus c'est allé, plus c'est remonté. Et alors, dans les années 80, il y a eu, du coup, à la fin des années 80, il y a eu vraiment l'explosion avec la Mano Negra, Noir Désir, tout ça qui sont devenus énormes. Et après, 90, tout le monde s'est arrêté. Les Berus, les Parabellum, les OTH. Et en fait, il restait que les Ludwig, les Vampas et nous. Et nous, on a chopé la vague 90 qui est arrivée avec Nirvana. Et on a surfé sur la vague et là on est devenu énorme. Enfin, c'est nous qui sommes devenus plus gros, quoi. Okay. C'était une autre époque après. Ouais. Est-ce que justement la vague grunge vous a influencé aussi dans votre son? Ah oui, bien sûr. Moi, c'est surtout quand on a vu arriver des nouveaux groupes comme les Burning Heads, tout ça. On a dit, oh putain, les jeunes, ils sont bons maintenant. Ça met de la pression. Voilà, ça met la pêche. Et du coup, oui, bien sûr, oui. Tous ces groupes de surf américains, les NoFX, tout ça, toute la vague qui est arrivée là, bien sûr, ça nous a influencé, bien sûr. Mm-hmm. Et nous, on a juste, c'est à ce moment qu'on a pris un second guitariste et qu'on est devenu plus énergique, plus péchu, quoi, plus hard. OK, cool. Puis, tu sais, vous parlez des groupes qui vous ont influencé, mais avez-vous l'impression que les Shérifs ont influencé d'autres groupes aussi? Ben, j'imagine que c'est pas... Il y a beaucoup de relèves qui ont dû s'inspirer de vous aussi à leur début. Oui, il y en a, oui. Puis surtout, il y a plein de groupes qui font que des reprises des Shérifs. Alors il y en a presque dans tous les pays. Oui. Il y en a au Québec, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse, il y en a en France, au moins 3 ou 4. Hein, tout ça, c'est comme un bel hommage. Là, c'est ça doit être touchant de voir ça apparaître. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais moi, je ne savais pas, parce que quand on a arrêté en 99, là, moi, je suis parti sur une autre vie. La musique, c'était fini pour moi. Je n'écoutais plus rien, je ne voyais plus personne. Et en 2012, quand ils ont voulu faire le concert, ils sont venus me chercher. Moi, j'aurais dit, oh, c'est bon, les mecs, les Shérifs, c'est bon, tout le monde a oublié. Et personne n'avait oublié finalement. Ils m'ont amené voir un concert d'un groupe allemand. Donc les mecs, ils parlaient même pas français, qui faisaient que des chansons des Shérifs, qui passaient à Montpellier. J'ai vu ça, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, putain, je vois les Shérifs sur scène pour une fois. Le mec, il chantait exactement comme moi, avec le même accent et tout, ça m'a trouvé le cul. Ça doit être quelque chose de touchant de voir ça, justement, de voir que vous avez tellement marqué des personnes qui ont décidé de vous rendre complètement hommage en rejouant vos chansons puis en se promenant. Mais c'est ça qui nous a fait revenir, hein, parce que moi, j'étais loin de tout ça, c'était fini. Et j'avais toujours dit, je ne reprendrai jamais, sauf si on fait des Shérifs encore, mais bon. Et du coup, quand on a fait le concert en 2012, et qu'il y avait 6-7 000 personnes qui chantaient toutes les chansons avec moi, et j'ai eu, j'avais les poils, tu sais, les poils qui se hérissaient comme ça, ça m'a fait une putain d'émotion que j'ai jamais ressentie, tu vois, et du coup, je me suis dit, on y va. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vu un peu l'impact que le groupe avait eu? Ah oui, moi j'étais loin, tu sais, j'habitais à la campagne, perdu dans la montagne, je savais pas du tout qu'on était encore reconnus, quoi. Donc, non, ça m'a stupéfait, quoi. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile
de se lancer dans le punk francophone? Justement, je sais que pour vous, c'est naturel parce que c'est votre langue, mais est-ce que c'est quelque chose qui est difficile de justement percer plus à l'international? Oui, maintenant, en France, personne ne chante en français. Tous les groupes rare, punk, ils chantent en anglais. Et ils chantent en anglais parce qu'ils veulent percer à l'international. Mais pour moi, ils se trompent complètement. Parce que ceux qui écrivent en anglais, c'est de la merde. Ils ne maîtrisent pas la langue. Qu'est-ce que tu veux écrire en anglais qui a de l'intérêt? C'est pas possible, tu vois. Donc en fait, les Anglais, ils rigolent quand ils les écoutent. Et je suis sûr qu'ils voient que c'est des Français ils perceront jamais. Perce au moins déjà, perce en France. Et puis, manie ta langue. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis dans ta langue. Enfin, moi, je comprends même pas qu'on puisse chanter en anglais. Enfin, dans une langue qu'on maîtrise pas, ça veut rien dire, quoi. C'est du calcul business. C'est débile. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est vrai, quoi. Il y avait le groupe de Paris, Guérilla Poubelle, qui avait fait des tournées aux États-Unis, puis il avait ils en font toujours. Hein. Il avait fait des tests d'y aller avec des chansons en anglais. Puis justement, il se faisait dire aux États-Unis, nous autres, c'est pas ça qu'on veut vous entendre en français. Même si on comprend pas, mais c'est ça, c'est votre identité. Oui, puis... Bien sûr. Il y a des groupes français qui ont marché, des groupes qui ont des identités fortes, comme les Négresses Vertes ou des trucs comme ça, mais oui, mais de toute façon, chante ce que tu es. Et puis après, si tu as du succès, tu verras. Et si tu n'en as pas, tant pis. Comment tu trouves que la scène a évolué, justement, à travers les années? Bon, moi, je suis pas tellement dans la scène rock. Je connais pas. J'ai l'impression qu'il reste presque que des vieux groupes ou alors des groupes des années 90-2000, comme Tagada Jones, tout ça, qu'on les connaît. Maintenant, c'est plus métal, j'ai l'impression. C'est normal, hein, ils sont influencés par ce qui se fait, donc métal, rap, tout ça, donc ça a assez changé. Mais je connais pas assez. Mais j'ai vu des nouveaux groupes terribles quand même en France. J'ai vu quelques-uns vraiment très très bien. Hein? J'ai dit non, oui, je suis. Sur là, vous finissez la tournée, une petite tournée au Québec de 9 ou 10 dates, je pense? 5, oui. Ah, 10 jours, je pensais. Ouais, 10 jours, 5 dates, oui. Ouais. Puis là, j'imagine, vous jouez avec des groupes que vous aviez jamais vus avant. Puis y a-tu des groupes que vous faites, waouh, t'es une espèce de petite révélation encore? Moi, j'ai aimé Rouge aux Pompiers, ouais. C'est le groupe qui m'a marqué l'autre fois. Ils ont un concept à eux, puis ils amènent une énergie spéciale aussi quand ils se déplacent avec le stage dans le milieu. Et puis leurs morceaux, ils sont vachement bien, quoi. Je veux dire, on les a écoutés, et quand on les écoutait une fois, on les chantait avec eux. Enfin, il y a pas de... C'est le groupe que j'ai préféré dans tout ce que j'ai vu. Puis, comment que ça se passe, justement? Y a-t-il un changement dans la façon que vous avez composé? Vous avez comme recomposé durant la pandémie et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent au début puis maintenant dans ce côté-là? Pas grand-chose. Non, on a toujours la même façon de composer. C'est-à-dire qu'il y a... On a deux façons de composer, en fait. Il y en a une, c'est Manu, l'ancien batteur qui est bassiste maintenant, il amène les morceaux de A à Z. Okay. Ils sont déjà tout faits, sauf les textes. Et moi, je fais les textes par-dessus. Et il y a des guitaristes qui amènent des riffs, par exemple, des riffs et des couplets avec des mélodies, mais c'est pas tout à fait fini. Et cela, on les finit au local. Voilà. C'est deux façons de composer. Mais ça n'a pas changé, par rapport à avant, pas changé. Non. Est-ce qu'il y a des sujets dans les textes qui ont changé? Ah oui, ça par contre, les textes, c'est sûr, tu n'écris pas les mêmes textes à 20 ans qu'à 50 ou 60, hein, ça c'est sûr. Hein. pas du tout pareil. Là, c'est là où ça a le plus changé, c'est les textes, évidemment. Mais du coup, je bois plus. Avant, je chantais beaucoup de chansons, d'alcool, de tournées, de fêtes, tout ça, tout ça maintenant c'est terminé, quoi. Ça fait 40 ans que je suis avec la même femme,
j'ai une vie rangée, donc voilà. C'est pour ça que je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Au début, je me disais, bon, c'est même pas la peine, qu'est-ce que je vais pas parler de ma prostate ou de ma sciatique aux gens, tu vois. On va en parler ici, par exemple. Ce soir, on va parler de mes problèmes de santé. Donc voilà, tu vois, je me disais, j'ai rien à dire. Et en fait, je m'y suis mis. Et puis finalement, voilà, j'ai trouvé quoi dire. Mais ça m'a. Voilà. Il doit y avoir vraiment comme une autre maturité qui a embarqué justement avec l'expérience. C'est sûr. Mais bon, moi j'ai une manière d'écrire et je pense qu'elle est toujours pareille. Mais par contre, les textes, évidemment, ils sont pas pareils. Ouais. Mais y a-t-il des choses, des sujets que, mettons, peut-être plus sérieux, que vous avez traités à vos débuts, puis que là, presque 40 ans plus tard, vous faites comme « Wow, c'est encore d'actualité ». Oui, il y en a, oui, bien sûr. Et, d'ailleurs, je le dis, à la chaleur des missiles, des guerres, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Tout ça, mais sinon, non. Il y en a plutôt où je me dis maintenant, je pourrais plus les chanter, celles-là. Celles, justement, où c'était des chansons où j'étais jeune, et je disais, voilà, pas le temps d'attendre, machin, il faut tout de suite. Ouais, ça, c'est des conneries de quand t'es gamin, tu vois, où voilà, quoi, on veut des filles, on veut de l'alcool, on veut de la drogue. Non, c'est fini. Je me vois plus chanter ça, quoi, tu vois. Je comprends. La sélection de chansons a changé avec le temps pour les shows, là. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est, justement, tu sais, comme tu parles, des choses qui sont plus difficiles à défendre maintenant que qu'est-ce que tu avais écrit avant, dans le fond? Dans tes textes, puis... Non, moi, mes textes, de toute façon, ils parlent que de moi. De toute façon, moi, je veux donner de leçons à personne. J'ai jamais fait de texte engagé, tout ça, parce que, à plus sur une chanson de 3 minutes, pour moi, c'est de la conversation de comptoir. Ça n'a aucun intérêt. Donc moi je parle que de moi, de mon expérience. De toute façon, je sais faire que ça. Enfin, je raconte ça. La politique ne m'intéresse pas du tout. Et je préfère toucher les gens. Comme moi je vis la même chose que les autres, voilà, ça touche les gens. Mais j'ai jamais écrit de texte politique engagé. Est-ce que c'est quoi un peu ta préparation pour les spectacles, pour partir, mettons, justement, à une tournée comme ici au Québec? Ah, rien. Rien? Non, il n'y a aucune préparation. On arrive comme on est. Mais maintenant, le problème, c'est que je suis obligé de préserver ma voix, que je perds voilà, assez de temps en temps. Là, tu vois, par exemple, 5 concerts en 10 jours, c'est trop maintenant pour moi. Là. J'ai la voix cassée. Voilà. Mais la préparation, c'est dormir. On réalise que oui, il y a des choses qu'on pouvait négliger dans la vingtaine qui maintenant... Oui, avant, on faisait 20 concerts d'affilée. 20 concerts, j'ai retrouvé une feuille de concert là. On faisait 21 concerts par mois et 20 concerts d'affilée, comme ça. Et là, ouais, et en plus, je faisais la fête tous les soirs. Hein. Ah ouais, bourré tous les soirs à faire la fête. Hein. C'est peut-être pour ça que tu étais capable de faire 20 shows. Peut-être, ouais, c'est sûr. Ouais. Le corps, il n'avait pas conscience que ça le faisait. Non. Maintenant, quand je regarde ça, je me dis, c'est pas possible, j'ai fait ça, moi. Oui, mais c'est pas possible. Non seulement le nombre de spectacles de suite, mais quand tu regardes ça des fois, puis ça te ramène des fois à des spectacles avec des groupes avec qui tu as partagé la scène. Oui, puis là, ça te ramène des souvenirs, tu fais comme « Wow, on a joué avec eux ». Oui, il y a des trucs où je me rappelle, oui. T'aurais-tu un spectacle là, qui a vraiment été mémorable, que ça, tu qui a changé votre carrière? Le retour en 2012? Ouais, le retour en 2012, pour moi, c'est le plus grand souvenir. Mais sinon, il y en a eu plusieurs. Il y a eu, quand on a joué dans les arènes d'art, là, avec la Manon Negra, en première partie de la Manon Negra, donc dans des arènes, 12 000 personnes. Il y a eu le Hellfest aussi, 2 fois, devant 20 000 personnes. C'est quel endroit, le Hellfest? C'est à Lyon, je pense. Le Hellfest, non, c'est vers Nantes, OK. en Vendée. C'est comme c'est pas mal le plus gros festival, je pense. C'est le plus gros... Ils se sont fait critiquer pas mal là, cette année avec leur vente de billets trop rapide après l'événement. Ah ouais? Puis tout ça, ils ont comme l'événement fini, puis ils ont mis tout de suite en vente les billets pour l'autre année d'après. Oui, c'est ce qu'ils font. Ouais. De toute façon, les gens, ils achètent les billets, ils partent, les gens, ils savent même pas les groupes qu'il va avoir.
Non, c'est ça. C'est intéressant de voir ça, ces engouements-là pour des festivals comme ça, que on le sait même pas, puis allez, on fonce, on y va, puis... mais ils savent à peu près, enfin, les groupes, il y a toujours beaucoup de têtes d'affiche, que des gros trucs, et les mecs, ils savent qu'il va y avoir que des bons groupes, de toute façon. Et puis le festival en lui-même, il est tellement extraordinaire que... les gens, ils s'en foutent. Là-bas, c'est le Disneyland du hard rock. C'est génial. C'est génial. J'imagine, si t'aimes pas le line-up, tu vends ton billet, c'est pas trop long. Non, ça doit être dur de pas aimer le line-up quand t'es là-bas. Mais je pense qu'on va avoir fait pas mal le tour. J'en aurais plein d'autres, mais avec le bruit des oreilles comme ça. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Il y a un gros soundcheck juste à côté. Ouais. Mais. Un morceau que je connais d'ailleurs. Si on peut, juste avant de finir tout ça, si on pourrait dire des moments forts durant ta tournée ici au Québec. T'as-tu une relation, avez-vous une relation spéciale avec le Québec ou auriez-vous des conseils aussi pour des groupes qui voudraient se lancer puis y aller justement dans le punk francophone? Puis... Alors ça, j'ai aucun conseil à donner aux gens. Je sais pas trop, nous, comment on a fait déjà. Ça peut arriver demain. Le seul truc, en fait, c'est... En fait, il faut être tenace, quoi. Il faut rester, parce que nous, avant d'être un peu connus, il nous a fallu 6 ans, 7 ans, tu vois. Mais on n'a pas arrêté, on a continué. Et voilà, et puis il faut pas... Le seul truc, c'est là, si tu veux rester, il faut tenir, quoi. Tu crois pas que tu vas pas réussir en 2-3 ans, hein, ça, faut pas rêver, quoi. Ouais. Et donc, il faut persévérer, c'est le seul truc. Et après, il faut avoir de la chance, quoi, c'est tout. Mais moi, je peux pas donner de conseils aux gens. Surtout que nous, on n'est pas très bons. En plus, techniquement, maintenant, les gamins, à 18 ans, ils sont 100 fois meilleurs que nous. Donc, mais sinon, ouais, au Québec... on aime bien quand même, on aime bien la nature, et puis pour nous c'est exotique, donc on est toujours bien. Mais pour nous, même la Bretagne, c'est exotique aussi. Il y a beaucoup de, c'est ça qu'on parlait avec Laurent, il y a beaucoup de similitudes entre le Québec et la Bretagne. Oui, voilà. C'est des... Ils revendiquent beaucoup leur identité, mais bon, le Québec, je comprends. Parce qu'ils sont entourés d'anglais, les pauvres, et ça, je comprends. Vous avez peur de vous faire bouffer, ça, je comprends ça très très bien. Mais les Bretons, par contre, ils ont peur de se faire bouffer par les Français. Et là, c'est un peu moins... c'est un peu moins drôle. D'habitude, les forcenés bretons, c'est quand même plus des fascistes, je veux pas dire, mais... Ah ouais, hein? Et nous, dans le sud, c'est pareil. En fait, toutes les régions françaises ont leur spécificité. T'as les Basques, tu vois, les Basques, ils veulent rester Basques. Nous, c'est l'Occitanie, t'as les Occitans. Et nous, il y a les Catalans aussi, qui veulent parler que catalan. Tout ça, donc tu vois, les régionalistes, ils sont là, parce que c'est vrai que autant de nos grands-parents, il y avait marqué interdit de parler patois à l'école, quoi. Donc, mais bon, après, je sais pas, moi, c'est toujours à double tranchant, quoi. Souvent, les régionalistes, ils sont quand même assez fermés sur eux-mêmes. Moi, je suis désolé, mais... j'imagine, à force d'être enraciné dans leur racine, leur conviction, ça devient comme des œillères un peu aussi. Des fois, ouais, donc je trouve que c'est un peu dangereux, quoi, tu vois. Je me méfie toujours des gens qui sont un peu trop coincés sur quelque chose, mais après, bon, ils font ce qu'ils veulent, je m'en tape. Du moment qu'ils font pas mal aux autres... That's it. Ce qu'ils veulent. Hey, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous, Olivier. Pas de problème. Puis, on vous souhaite un bon show ce soir. Puis on va te laisser aller reposer ta voix pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. D'abord il y a eu radio cassette et maintenant c'est plein de gadgets.
travailler sous un soleil de plomb. Faut avancer dans un air en fusion. Et si on veut pas exploser, il faut surtout avoir des nerfs d'acier. Sous un soleil de plomb, dans un air en fusion. Sous un soleil de plomb.